Bon, je pense on peut commencer. Bonsoir, je suis ravie de vous revoir pour certains et revoir des nouvelles têtes également, enfin si on peut les identifier. En tout cas, voilà, c'est formidable que vous soyez de retour pour cette reprise de notre séminaire Patrimoine spolié pendant la, du coup, je sais plus le titre, pendant la période du nazisme. Et donc, c'était donc aujourd'hui la séance qui était initialement prévue le 1er avril, qui a dû être annulée pour les raisons que vous connaissez. Donc, on est très, très, très content de pouvoir reprendre, même si évidemment les conditions sont extrêmement difficiles. Et donc, c'est un grand plaisir de vous voir aussi nombreux. Et je suis désolée pour ceux qui peuvent peut-être pas rentrer dans la salle parce que, comme vous le savez, on respecte strictement les règles sanitaires. Et donc, c'est un peu moins que 50% de remplissage de la salle. Également, le port de masque obligatoire, enfin, toutes les conditions que vous connaissez. Et donc, malheureusement aussi, à cause de la crise sanitaire, notre invité qui était censé venir de Mannheim, de l'Allemagne, n'est pas présent physiquement parmi nous ce soir, puisque c'était pas possible pour lui de se rendre à Paris. Mais il est avec nous grâce à la technique, via visioconférence. Et donc, je suis ravie d'accueillir ce soir donc, dans ce cadre du séminaire donc, qui porte sur la question des musées face à leur histoire. On pourrait presque dire face à l'histoire avec un grand H. Comment montrer la spoliation, comment montrer la restitution. Et donc l'invité, un des premiers invités de ce soir, puisque il y en a deux, il y a aussi Sébastien Lalard du Louvre, c'était de faire venir, d'entendre Matthias Listel, qui est conservateur à la Kunsthalle à Mannheim, et qui travaille depuis plusieurs années déjà dans le domaine de la recherche de provenance, qui a travaillé depuis plusieurs années au sein de son musée sur ces questions, et qui a organisé cette exposition qui est actuellement visible à Mannheim sur l'histoire de la maison. Et donc l'histoire du XXe siècle, l'histoire très complexe de cette collection qui était à la fois victime du nazisme et en même temps aussi un des premiers musées en Allemagne, en fait, d'être en trois, qui avait mis en place une sorte de première exposition de ce que les nazis appelaient art dégénéré. Donc voilà, toute la complexité qui a traversé la collection. Donc, juste pour vous dire en deux mots le déroulement de ce séminaire ce soir, je vais présenter les deux intervenants, Matthias Listel et Sébastien Lalard. Et ensuite, je laisserai la parole à Matthias pour qu'il nous présente donc justement son projet d'exposition. On a de la chance parce qu'il fait un énorme effort, il nous parlera en français. Et après, pour la discussion donc avec Sébastien Lalard, Daniel Cohn, David Zivi, donc les co-organisateurs aussi de ce séminaire, ici sur le podium, on va switcher peut-être entre deux langues. Matthias Listel parlera peut-être en allemand, nous on fera rapidement la traduction. Mais je pense que ça peut se faire naturellement. Et donc, bien évidemment, la discussion sera également ouverte au public. Donc, on attend avec impatience vos questions. J'enlève 5 minutes ça, parce que je suis encore toute seule ici. Après, pour la discussion, je remettrai le masque. Donc, bonsoir, bonjour Matthias Listel. Je suis ravie que vous soyez parmi nous. Ce soir. Donc, je me permets de vous présenter. Donc, Matthias Listel a fait des études en histoire de l'art, en archéologie classique, en pré- et proto-histoire à l'université de Regensburg en Allemagne. Son doctorat en histoire de l'art portait sur les contre-projets de la modernité, changement de paradigme en architecture et design, 1945-1975. Depuis 2011, il travaille en tant que conservateur à la Kunsthalle de Mannheim. Entre 2013 et 2018, il s'est exclusivement consacré à la recherche de provenance. Et depuis 2018, il est conservateur, chercheur de provenance et également responsable des collections digitales.
Il était commissaire de plusieurs expositions, donc une qui a tenté de rassembler des anciennes œuvres appartenant à son musée et que les nazis avaient confisquées lors de l'exposition Art dégénéré en 1937. Beschlagnahmt, Rückkehr der Meisterblätter, donc c'était une première exposition, si j'ai bien compris, c'était l'année dernière, où il a essayé de rassembler donc, des œuvres graphiques qui avaient été enlevées de la collection du musée en 1937 et donc faire une sorte de retour de ces ouvrages temporairement au sein du musée. Il a publié des ouvrages portant sur ses projets d'exposition, en particulier sur le sujet de l'art spolié sous le régime nazi, sur l'art dit dégénéré, ainsi que sur l'architecture et le design du 19e et 20e siècle. Le projet d'exposition que Matthias Listel nous présente ce soir, porte le titre Wiederentdecken, die Kunsthalle Mannheim 1933 bis 1945. Il s'agit donc d'une redécouverte, donc il s'agit de redécouvrir ce que furent les effets de la période nationale-socialiste sur la collection du musée. Donc il s'agit à la fois d'une perte d'environ 500 œuvres en 1937, suite à la confiscation des nazis, en fait, qui ont, comme vous le savez tous, qui ont vidé les collections des musées allemands à ce moment-là de ce qu'eux ils déclaraient l'art dégénéré. Et ensuite, le musée, donc ce qui montre son exposition et ce qu'il va nous expliquer en détail, ne s'est pas positionné seulement en tant que victime. Hein. C'est aussi dans ces murs, donc là on est murs du Kunstmuseum de Mannheim, qui a eu lieu en 1933, la première exposition consacrée au dénigrement et à la stigmatisation de l'avant-garde moderne. Matthias Listel nous parlera également de la vie de plusieurs familles juives, grandes donatrices du musée, dont la vie fut totalement détruite ou brutalement détruite par les nazis. Et c'est également l'occasion d'un bilan, puisque, comme je l'ai dit, depuis 7 ans, il se consacre à la recherche de provenance au sein de sa maison. Donc tous ces différents sujets sont reflétés dans ce projet d'exposition. Et ensuite, je me permets déjà d'introduire notre deuxième invité. Donc, je suis très, très heureuse que Sébastien Allard a accepté ce soir d'être parmi nous. Je pense qu'il ne faut peut-être plus le présenter à un public français, mais je le fais quand même, puisque vous le savez, je me permets de le rappeler ici, que toutes les séances de séminaire sont filmées. Et si vous voulez revisionner une séance passée, il suffit d'aller sur le site YouTube de l'INHA. Donc, vous tapez YouTube, INHA, patrimoine spolié, et vous pouvez revoir les séances passées depuis janvier 2019. Donc voilà, je suis ravie aussi d'accueillir Sébastien Allard, qui viendra sur le podium après l'intervention de Matthias Listel. Sébastien Allard est historien de l'art et conservateur général du patrimoine. Il est le directeur du département des peintures du musée du Louvre, ancien élève de l'École nationale supérieure, diplômé de l'Institut politique de Paris et de l'École nationale du patrimoine. Il a été directeur adjoint du musée de Grenoble avant de rejoindre en 1997 le département des peintures du musée du Louvre. Sébastien Allard est spécialiste de l'art du XIXe siècle, en particulier du romantisme. Commissaire des nombreuses expositions internationales, notamment sur Eugène Delacroix, sur la question du portrait, sur Corot. Bien sûr, je ne peux pas citer toutes ces nombreuses expositions qu'il a dirigées. Il a également co-dirigé avec Danielle Cohn, qui est également ce soir parmi nous, puisque, comme vous le savez, elle est co-organisatrice de ce séminaire cette année avec David Zivi et moi-même. Donc, à l'époque, il a co-dirigé avec Danielle Cohn le commissariat de l'exposition de l'Allemagne en 2013. Donc, on a beaucoup parlé. Sébastien Allard est auteur de nombreux ouvrages sur Ingres, sur le Louvre à l'époque romantique, sur l'art français et le XIXe siècle, et sur les peintures et la génération romantique. Voilà, donc je suis ravie de recevoir ces deux intervenants ce soir, et donc je passe la parole à Matthias Listel.
Avant de commencer, je veux dire un grand merci à Ines Rotermund pour m'avoir présenté et pour l'invitation. J'aurais beaucoup aimé d'être avec vous à Paris ce soir, mais malheureusement, je ne peux pas en raison de la situation actuelle. Mais néanmoins, j'espère que je peux vous présenter notre exposition à la Kunsthalle en cette forme digitale. Ouais, je commence. Après des décennies de suppression de problèmes, de lente mise en place de ressources pour des travaux de recherche pratique, l'investigation et la restitution des œuvres d'art payées par les nationaux socialistes en Allemagne, comme dans de nombreux autres pays, s'est imposé depuis le milieu des années 2000 comme une partie naturelle des tâches à accomplir par les musées. La Kunsthalle Mannheim a aussi assumé cette obligation morale qui pèse particulièrement sur les musées allemands et a systématiquement recherché dans ses collections les œuvres d'art pillées entre novembre 2011 et juillet 2018. Au cours de ce processus, outre une œuvre graphique qui peut certainement être classée comme de l'art pillé, l'accent a également été mis sur plus de 40 œuvres qui peuvent être considérées comme suspectes et qui sont éventuellement art pillé. Tous ces objets sont maintenant disponibles avec tous les faits que nous avons recherchés sur leur histoire d'origine sur la page d'accueil de la Kunsthalle et bien sûr sur le site de l'Ostart, le bureau central de déclaration du Centre allemand pour la perte des biens culturels. Depuis juin 2018, cependant, nous essayons non seulement d'attirer l'attention sur nos recherches et sur des cas concrets de suspicion de cette manière, mais aussi de faciliter la restitution aux anciens propriétaires persécutés par les nationaux socialistes. Et nous avons également travaillé sur le sujet de l'art pillé, ainsi que sur la politique artistique et culturelle nazie dévastatrice en utilisant notre institution comme exemple au moyen d'une exposition qui se déroule depuis un peu plus de 2 ans et aussi au moyen d'une publication. Ce faisant, nous avons essayé de rendre la complexité de la recherche et l'effort qu'elle implique compréhensible pour nos visiteurs. Mais avant d'entrer dans les détails de cette exposition, je voudrais d'abord vous parler un peu de l'histoire de notre institution, car son destin changeant forme, pour ainsi dire, le cadre dans lequel évolue la narration de l'exposition. Fondée en 1909 comme musée municipal, la Kunsthalle a rapidement acquis la réputation, au cours de la décennie suivante, d'être l'un des rares musées d'art radicalement progressistes en Allemagne. Sous la direction de son directeur fondateur Fritz Wichert et de son successeur Gustav Friedrich Hartlaub, la Kunsthalle est devenue l'une des principales adresses allemandes pour l'art contemporain grâce à des acquisitions et des expositions d'art moderne. Dans le cas de l'ère Wichert, cette réputation repose notamment sur les acquisitions d'art impressionniste et post-impressionniste français, dont vous voyez ici l'exécution de l'empereur Maximilien de Édouard Manet, le chef d'œuvre central incontesté de notre collection. Cette acquisition était une entreprise presque impensable dans les dernières années de l'Empire allemand et n'a pu être réalisée que contre une énorme résistance. Gustav Friedrich Hartlaub, en revanche, qui a poursuivi l'orientation de son prédécesseur, a écrit l'histoire de l'art, notamment avec ses expositions.
Il y parvient surtout en 1925 avec l'exposition Die Neue Sachlichkeit, en français on peut dire la nouvelle objectivité, qui deviendra le nom éponyme de tout un mouvement de la peinture moderne. Il n'est guère surprenant que la prise de pouvoir des nationaux-socialistes en 1933 a représenté une rupture soudaine pour la Kunsthalle qui était jusqu'alors une galerie d'art internationale et moderne. Gustav Friedrich Hartlaub n'est pas le seul à avoir été démis de ses fonctions en mars 1933 comme un des premières, en allemand, on dit unliebsamen, impopulaire directeur des musées allemands. Une grande partie de sa collection, près de 600 œuvres individuelles, a également été confisquée en 1937 comme l'art dégénéré, puis détruite ou dispersée aux quatre vents. Cette histoire de construction prévoyante, de destruction brutale par les nationaux socialistes et de reconstruction progressive d'une collection de musées après 1945 forme ainsi le clinquant de l'exposition redécouverte la Kunsthalle de 1933 à 1945 et les conséquences. Comme vous le verrez dans un instant, le sujet de la recherche de provenance au sens classique est un sous-chapitre important, mais en même temps, il est ancré dans les événements concrets qui se sont déroulés dans et autour du musée entre 1933 et 1945. Car juste avant la nouvelle flambée mondiale de ressentiment national et de propagande ethnique ces dernières années, une chose ou plusieurs choses sont avant tout le but de l'exposition. En prenant l'exemple de la Kunsthalle, d'illustrer concrètement les conséquences que le national-socialisme seul a eues sur notre musée jusqu'à aujourd'hui, d'illustrer l'injustice dont ont souffert à l'époque de nombreuses personnes étroitement associées à la Kunsthalle, d'illustrer comment il a été possible de mener un pays culturellement très développé à l'abîme de la civilisation en 12 ans seulement, et finalement d'illustrer quels nombreux trésors culturels manquent cruellement dans notre pays aujourd'hui en raison de la barbarie culturelle nationale socialiste. Afin d'atteindre cet objectif et de montrer en même temps les différents rôles du musée ainsi que des personnes agissant en son nom comme victimes, profiteurs silencieux ou même comme des partisans actifs du national-socialisme, nous avons divisé l'exposition en 3 blocs thématiques. Une première salle d'exposition, vous voyez ici, est consacrée à l'art dégénéré confisqué à Mannheim. La salle suivante se concentre ensuite sur le sort de 5 familles juives de Mannheim qui ont rendu des services exceptionnels à la Kunsthalle en tant que mécènes. Enfin, les 2 dernières salles d'exposition sont consacrées à la recherche ainsi qu'aux résultats individuels de recherche sur la provenance de ces dernières années. Ces blocs thématiques sont accompagnés de 2 grandes lignes temporelles dans lesquelles les événements et les étapes importantes de l'histoire du musée et de la ville de Mannheim entre 1933 et 1945, en particulier la persécution des concitoyens juifs, sont présentés aux visiteurs sous une forme compacte. À la première salle. Divisée chronologiquement en 3 sections, la première salle consacrée à l'art dégénéré commence par l'un des chapitres les plus sombres du musée, car la Kunsthalle n'était pas seulement l'un des phares allemands de l'art moderne. En 1933, le musée a également accueilli une exposition qui a fait l'histoire de l'art en négatif. Die kulturbolschewistischen Bilder, en français on peut dire les tableaux culturels bolcheviques, inaugurés le 4e avril 1933 et présentés ensuite sous une forme légèrement modifiée à Erlangen et à Munich,
n'était pas seulement la première exposition de propagande anti-moderne du national-socialisme. Par la manière dont les œuvres d'art dénoncées ont été présentées, elle est également devenue le modèle et le prototype de nombreuses Schandausstellungen, en français on peut dire expositions de la honte ultérieure, notamment les expositions Entarter der Kunst. Afin de mettre les objets exposés sous le plus mauvais jour possible, les tableaux, par exemple, ont été retirés de leur cadre. Sous les œuvres, il y avait encore une fois des détails sur les prix d'achat prétendument beaucoup trop élevés, ou si l'œuvre d'art respective a été créée par un artiste juif ou achetée chez un marchand d'art juif, cela a été souligné. Dans notre exposition, en plus d'une liste de toutes les œuvres présentées en 1933, de photographies conservées de cette exposition, d'articles, de journaux sur cet événement, il y a également 7 tableaux exposés à l'époque, car ce sont précisément ces peintures qui illustrent la contradiction souvent observée de la construction nationale-socialiste de l'art dégénéré. Car 4 ans plus tard, ces œuvres n'ont pas été confisquées comme art dégénéré et sont donc restées dans la collection du musée. Ce qui a quitté la Kunsthalle en 1937, en revanche, fait l'objet de la section suivante. La liste de toutes les œuvres confisquées à Mannheim à l'époque montre tout d'abord de façon impressionnante l'énorme masse d'objets qui sont en grande partie perdus pour le musée aujourd'hui. Dans une base de données sur son écran tactile, le visiteur a à son tour la possibilité d'en savoir plus sur les différentes œuvres concernées. Toutes les informations dont nous disposons sur l'origine et la localisation des anciens objets de Mannheim sont rassemblés ici. Vous voyez ici un exemple, enrichi si possible par une photo de l'œuvre. Ainsi, la collection moderniste de Mannheim, brutalement déchirée et en partie physiquement détruite en 1937, retrouve un visage qui permet de ressentir la grande qualité de cette collection. Les œuvres d'art qui n'ont pas été détruites par les nationaux socialistes et qui ont été rachetées par les musées après la fin de la guerre constitueront alors la conclusion de la salle thématique art dégénéré. Comme la législation créée par les nationaux socialistes sur la confiscation des fonds des musées allemands n'a pas encore été retirée, la Kunsthalle, comme tous les autres musées concernés, n'est plus le propriétaire légal de ces anciennes œuvres depuis 1937. Si ça est possible dans ces cas individuels, le musée tente donc toujours de racheter ces anciens objets de collection. Bien que seulement 5% environ des objets en question aient été restitués à Mannheim à ce jour, des tableaux comme Fastnacht, on peut dire en français Mardi Gras, de Max Beckmann, vous voyez ici, ou le portrait de l'écrivain Max Hermann Hesse de Georges Gross, ont également ramené un certain nombre de chefs-d'œuvre dans la collection de la Kunsthalle. Enfin, dans la même salle, dans une constellation qui change tous les mois, est également montré ce qui était autrefois chez nous à Mannheim, mais qui fait maintenant partie d'autres musées ou d'autres collections privées dans le monde entier. L'une après l'autre, une ancienne œuvre d'art est toujours exposée ici. Jusqu'à présent, des peintures de Wilhelm Lehmbruck et de Robert Delaunay, respectivement de Duisburg et de New York, 2 œuvres graphiques de Davos et de New York et une sculpture de Karlsruhe toute proche ont été exposées ici.
afin de dresser un tableau aussi différencié que possible des conséquences des confiscations et de ne pas décrire la Kunsthalle uniquement en termes de son rôle de victime. Deux autres tableaux de Lionel Feininger et Lovis Corinth, vous voyez ici, sont exposés à côté de ce coin des invités. Ils ont été confisqués à d'autres musées allemands en 1937 et n'ont été acquis par la Kunsthalle qu'après la Seconde Guerre mondiale. La deuxième salle. Visuellement attiré par un paysage marin en Bretagne, le chemin se poursuit ensuite jusqu'à la deuxième salle d'exposition. L'accent est mis ici sur le sort de 5 familles juives exemplaires qui étaient étroitement liées à notre musée comme mécènes et qui ont souffert sous le régime national-socialiste à Mannheim à partir de 1933. Il faudrait surtout savoir combien la bourgeoisie juive en particulier a contribué à la vie culturelle jusqu'en 1933 et combien on leur doit dans ce domaine en particulier. C'était au cours de mes recherches sur la provenance que j'ai découvert derrière les objets présentés que ces familles ont donné à la Kunsthalle en cadeau ces histoires familiales individuelles. Ce faisant, j'ai découvert à maintes reprises avec étonnement que des familles individuelles ont souvent fait don d'objets au musée après 1945, c'est-à-dire après les humiliations et les autres atrocités subies à Mannheim ou à une époque où elles avaient depuis longtemps quitté leur ancienne patrie, l'Allemagne. L'histoire de la famille de fabricants Lenel en est un exemple. De 1911, l'un de ses membres a fait don au musée du tableau am Golf von Gascogne de Karl Theodor Böhme, mentionné ci-dessus. Excusez-moi, ça est la famille de Lenel. Et ça ici est le tableau am Golf von Gascogne. De 1911, l'un de ses membres a fait don au musée du tableau am Golf von Gascogne de Karl Theodor Böhme, mentionné ci-dessus, contribuant ainsi à la constitution de la collection de Mannheim. À partir de 1933, la famille, qui fait fabriquer des produits en caoutchouc tels que des balles de ping-pong et des poupées jouets, dont plusieurs sont des prises, est alors durement touchée par les sanctions du national-socialisme contre les Juifs. Richard Lenel, leur chef, patron, qui était très impliqué dans la politique locale, a dû démissionner de plusieurs fonctions publiques de 1933. Par la suite, une grande partie des avoirs de l'entreprise familiale a été arianisée et en 1938, 2 des filles de Richard Lenel ont été déportées au camp de concentration de Dachau. Juste à temps, Richard et sa femme parviennent à s'enfuir en Angleterre en 1939, où il arrive à Londres un jour avant le début de la guerre, mais complètement démuni. Moins de 10 ans plus tard, le couple a décidé de faire don à la Kunsthalle de 2 œuvres d'art en leur possession. Vous voyez ces 2 tableaux ici. Même si le couple est entre-temps rentré en Allemagne et que Richard Lenel a été fait citoyen d'honneur de la ville de Mannheim, tant de générosité envers la ville et le pays coupe le souffle quand on a peine échappé à la mort 10 ans plus tôt. Avant de présenter les 2 dernières salles d'exposition à vous, je voudrais mentionner que les descendants de presque toutes les familles présentées ont été invités à notre inauguration et que certains d'entre eux ont dû faire un long voyage depuis les États-Unis, la Suisse et le Canada pour y assister. C'était vraiment un grand plaisir pour moi
que beaucoup d'entre eux ont pu découvrir certains aspects de leur histoire familiale par l'exposition et par la publication des aspects que leurs enquêtes, par peur, par honte ou par répression, ne leur ont pas raconté. Les deux dernières salles. Ce que la Kunsthalle a fait ces dernières années pour identifier les œuvres d'art pillées dans sa propre collection et les rendre à leurs propriétaires légitimes est finalement examiné dans les deux dernières salles d'exposition sur la base d'un peu plus de 20 pièces exemplaires. Ici, en particulier, il était important de prendre en compte deux aspects en ce qui concerne la conception de l'exposition. D'une part, le visiteur doit avoir une idée approximative de la complexité et de l'ampleur de ses travaux de recherche. D'autre part, l'effet esthétique des objets exposés doit également être pris en compte, notamment parce que de nombreuses œuvres centrales de la collection du musée sont présentées ici. C'est une autre vue. La solution à ce problème, ou plutôt l'équilibre entre l'information et l'effet esthétique, sont finalement nos boîtes de provenance. Vous voyez ici. Ils ont été créés en étroite collaboration avec les designers berlinois Axel Kufos et Nick Rauch et nous offrent la possibilité de montrer aux visiteurs un grand nombre de documents pertinents sans trop lui imposer visuellement. Les boîtes noires de forme rectangulaire haute attribuées à chaque objet exposé, qui ne sont pas trop évidentes en raison de leur coloration adaptée au sol, présentent sur leur face supérieure un bref résumé de l'histoire de l'origine, ainsi que la classification de l'objet respectif en ce qui concerne la suspicion d'art pillé par les nationaux-socialistes. En plus d'un texte court et d'une liste de tous les propriétaires connus de l'objet, il y a aussi un feu de signalisation clignotant différent. Alors que les lumières vertes et jaunes signifient qu'un soupçon d'art pillé peut être complètement écarté ou qu'il n'y a aucun signe, une lumière passée à orange indique des soupçons d'art pillé. Dans ces cas, on sait par exemple que l'objet était en possession d'un marchand d'art dans les années 30 ou 40 qui faisait le commerce à grande échelle de l'art pillé et on ne sait pas comment l'objet a été acquis par lui. Enfin, un feu de circulation clé sur rouge indique que l'objet en question est bien de l'art pillé par les nationaux-socialistes. Pour la plupart des visiteurs, cette information sur les dessus de nos boîtes est déjà tout à fait suffisante et ils tournent leur attention vers un autre objet. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur la provenance respective, ainsi que sur la nature et l'étendue de la recherche, toutes les boîtes offrent deux tiroirs qui doivent être ouverts explicitement par les visiteurs. Ces tiroirs contiennent des copies de documents sélectionnés dans le cadre de la recherche, y compris un rapport de provenance pour chaque objet, qui montre toutes les étapes de la recherche et résume et explique les résultats en détail. En outre, les boîtes contiennent souvent des documents relatifs à l'achat de l'objet concerné par la Kunsthalle, des extraits de la littérature sur l'objet et son origine ou, dans les cas des peintures et des gravures, des documents sur ceux qui se trouvent au verso. Ces dos, qui portent souvent des marques de provenance, peuvent également être vus par les visiteurs sur l'original dans l'exposition.
Au total, 5 tableaux sont montés sur des vitres qui permettent de voir l'objet de face et de dos. Enfin, je voudrais souligner que les 2 salles d'exposition sur la recherche de provenance ont une distinction thématique. Alors que la dernière salle d'exposition présente 15 objets, tous suspects ou identifiés comme étant des œuvres d'art pillées, la salle plus petite située devant se compose seulement d'œuvres d'art non suspectes qui, dans la plupart des cas, ne sont pas suspectées d'être des œuvres d'art pillées. Ce faisant, je voulais souligner que la recherche de provenance ne met pas seulement en lumière terribles histoires de persécution, d'expulsion. Souvent, c'est seulement de cette façon que l'on découvre des histoires qui n'ont rien à voir avec l'art pillé ou, comme les histoires des mécènes juifs mentionnées ci-dessus, qui n'ont aucun lien direct avec celui, mais qui ont néanmoins une valeur à être racontée. Par exemple, je terminerai ici, derrière le tableau Tischgesellschaft d'Oskar Schlemmer, il y a aussi une histoire qui ne peut être résolue par le national-socialisme et ses terribles conséquences, mais qui ne peut en même temps être attribuée au chapitre de l'art pillé. En 1937, alors que ces œuvres sont confisquées en Allemagne parce qu'elles sont considérées comme dégénérées, Schlemmer présente une exposition personnelle à la London Gallery. Afin de les protéger de la confiscation, il a donc laissé les œuvres exposées à la London Gallery après la fin de l'exposition, mais où elles ont été confisquées comme propriété ennemie au début de la guerre en 1939. Tut Schlemmer, la veuve de l'artiste qui est mort en 1943, a eu beaucoup de mal à retrouver les œuvres en question après la Seconde Guerre mondiale et à en reprendre possession. Elle s'est alors séparée de certains d'entre eux et a vendu par exemple le tableau qui se trouve maintenant à Mannheim à la Kunsthalle. À l'exception de l'achat à la veuve de l'artiste, nous ne savions rien de ce destin extrêmement changeant du tableau avant les recherches sur la provenance. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathias Listel. Je vous demande une ou 2 minutes de patience parce qu'on va juste changer une petite présentation sur l'écran. Donc, oui, merci. Tout le monde a un micro? Je sais pas où il est, Maxime. J'ai besoin de Maxime. J'aurais besoin de Maxime. Je ne sais pas s'il m'entend. Oui, il arrive. Merci. Ah oui, Matthias, könnten Sie Ihren Bildschirm abschalten, die Präsentation bitte? Danke. Alors, on va faire ça. Alors, ça. Tac, et alors, c'est quoi? C'est ça, oui. Ouais. Super, merci. Ah oui, dann müssen wir... qu'on tourne. Voilà. Mathias. Oui. Ah, attendez. Juste 2 secondes. Oui. Petite installation technique afin que Mathias puisse aussi nous voir pour la discussion. Donc, je vous demande une petite, je laisse comme ça, petit moment de je remets juste Mathias. Oui. Verstehen Sie uns, Matthias? Können Sie uns hören? Ich kann Sie hören, ja. Okay, ich wunderbar. musste bloß den Ton ausschalten. Okay. Es sei denn, Sie wollen sprechen. Nein. Und können Sie uns auch sehen? Können Sie die Daniel Cohn sehen und Sébastien Allard? Ich kann Sie sehen, ganz klein, aber ich kann beide sehen. Ja. Und David Zivi, qui est tout au bout de la table. Können Sie ihn sehen? Ja. Okay.
Bon, désolé, c'est un peu de bricolage. On n'est pas à la télé ici, mais on essaye de faire avec les moyens de bord. OK. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment extrêmement intéressante, de montrer comment un musée peut montrer à un grand public à la fois l'histoire de la maison, mais l'histoire aussi très complexe. Et c'était très impressionnant, notamment vers la fin, de voir aussi ces boîtes de recherche de provenance en dessous de chaque œuvre qui permet en fait aux visiteurs, en ouvrant les tiroirs, d'apprendre davantage l'historique, donc la provenance de chaque œuvre. Donc je ne sais pas, peut-être il y a une réaction de la part de Sébastien Allard directement après cette présentation. Oui, j'ai une question. Vous m'entendez ? Oui. Oui. J'ai une question. Votre exposition est permanente ou c'est une exposition permanente et pas une exposition temporaire? Une exposition demi-permanente. D'accord. C'est pour 2 ans et un peu plus de 2 ans. Mais ja, es ist, Sie können ja übersetzen, ein bisschen mehr als 2,5 Jahre, aber wir beenden das leider im Januar. Ok, donc ça a duré un peu plus que 2 ans, 2 ans et demi, et normalement ça prendra fin en janvier 2021. Et donc c'était mené parallèlement aux études. Enfin, l'exposition est la conclusion de cette phase de recherche de provenance que vous avez menée depuis 2011, c'est ça? Genau. Ah. Oui, exactement. Ah. Ouais, exactement. Die Bilanz, le bilan. Une sorte de Ouais. bilan. Ouais. Je sais pas, Daniel, David, tes réactions immédiates après cette présentation? Voilà, enfin, c'est peut-être pour vous faire engager le débat ou la discussion entre vous et entre les représentants de 2 musées très, très différents, bien sûr. C'est vrai que la symbolique de la boîte de provenance est assez jolie, et l'idée des tiroirs aussi, des tiroirs qu'on ouvre. En général, on cache des choses un peu dans le tiroir, et donc là, on ouvre et on trouve des informations qui sont difficiles à trouver et à rétablir. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est dans les 2 musées, on a des situations à la fois très différentes et assez proches. Évidemment, à Mannheim, il y a la confiscation, la disparition, l'autospoliation, enfin, je ne sais pas comment il faut le dire, des œuvres dites dégénérées. Et ça, il n'y a pas ça au Louvre, évidemment. Mais en revanche, il y a évidemment des œuvres à la provenance inconnue, douteuse, sur laquelle il faut s'interroger. Et en tout cas, il y a l'arrivée plus tard d'œuvres particulières. En France, au Louvre et comme ailleurs, il y a les œuvres que l'on appelle MNR, trouvées en Allemagne et réparties après la guerre lorsqu'elles n'ont pas été restituées dans les musées, qui pour certaines sont spoliées. Puis il y a les œuvres qui ont pu être acquises normalement, mais qui peuvent avoir une provenance douteuse. Et puis il y a aussi dans le point commun la question des mécènes aussi, et du sort particulier de certains mécènes, les mécènes juifs qui ont été évoqués pour Mannheim, ou de la même façon en France, on a aussi des mécènes, des amis des musées qui avaient les meilleures relations avec les musées et qui ont été spoliés plus tard par les Allemands, par Vichy, et dont les œuvres sont ici ou là, et parfois retournent sous forme de MNR ou autrement dans les musées. Je voulais juste souligner un peu ces points communs, et peut-être sur cette question de comment montrer le passé et comment montrer la recherche aujourd'hui, peut-être demander à Sébastien en réaction à ce que disait Matthias Liesel, d'autant plus que vous avez travaillé sur la question, comment on arrive à montrer ce passé d'une part et cette recherche en cours que vous menez comme d'autres départements au Louvre en ce moment. Oui, alors vous m'aviez demandé effectivement de présenter peut-être que les salles qu'on a décidé au département de peinture de créer dans le parcours permanent, salles permanentes dédiées à ces tableaux MNR, donc ces tableaux qui ont été récupérés en Allemagne et qui sont pour l'immense majorité des tableaux qui ont été spoliés à des familles juives pour la plupart. Et donc c'était effectivement une nouveauté, je vais revenir là-dessus, de présenter un espace permanent et dans les collections permanentes, mais
pas au milieu des autres œuvres. Alors, pour bien comprendre le processus qui nous a conduit à créer ces espaces, qui d'ailleurs ensuite ont fait, disons, des enfants, si je puis dire, parce qu'il y a eu le département des arts graphiques. Je viens d'apprendre que le musée de l'Armée allait aussi créer un espace permanent de ce type. Je pense qu'il faut remettre les choses dans une perspective historique avec... alors peut-être que je vais dire des choses que vous connaissez déjà, mais c'est intéressant de les avoir dans l'esprit, avec des phases depuis 1945 qui ont été des phases, disons, actives, et puis des phases qui ont été des phases d'oubli, voire des phases d'amnésie des musées par rapport à ces œuvres. Je ne dis pas ces collections parce que ça n'appartient pas aux musées. Donc si on regarde un petit peu les choses depuis 1945, on voit qu'entre, disons, 1945 et 1950, on a eu une première phase qui était une phase vraiment active de récupération déjà de ces œuvres en Allemagne, de recherche et de restitution des biens spoliés. On estime entre 40 et 45, environ 100 000 biens de toute nature ont été spoliés principalement à des familles juives. Donc dès 1944, l'Office des biens et intérêts privés, qui a été secondé par la Commission de la récupération artistique, s'est employé donc à retrouver ces objets, à les restituer à leurs légitimes propriétaires dans la mesure du possible. Donc en 1949, plus de 61 000 objets avaient été ainsi renvoyés en France, parmi lesquels 45 000 furent rendus suite aux demandes des victimes des spoliations ou de leurs héritiers. Les biens non réclamés qui étaient environ 13 000, furent ensuite vendus par l'État français au domaine, comme ça se pratiquait aussi dans d'autres pays. Et l'administration a conservé quelques 2000 œuvres et objets d'art qui furent placés sous la responsabilité juridique du ministère des Affaires étrangères et confiés à la garde des musées nationaux et enregistrés dans un inventaire distinct de l'inventaire des collections nationales, puisque ces œuvres n'appartiennent pas aux collections nationales, elles sont simplement à la garde des musées. C'est cet inventaire, pour nous, peinture MNR, Musées nationaux, récupération. Donc il y a aujourd'hui 807 tableaux MNR, dont 296 sont conservés au musée du Louvre, les autres ayant été déposés au fil des années, des décennies, dans les musées de France. Après cette phase, disons, de recherche, de récupération, de recherche, de restitution en masse, on peut estimer qu'il y a une longue phase, des années 60 aux années 90, qui est cette phase d'oubli, d'amnésie, dans un climat, effectivement, si on remet ça dans une perspective un petit peu générale, dans un climat politique avec cette idée, ce mythe de la France, d'une France qui aurait été résistante, avec l'idée aussi d'une recherche nationale, et une conséquence de tout cela, sur laquelle je reviendrai dans quelques instants, et que ces œuvres ont été bien souvent, dans ces 30 années-là, traitées comme les collections nationales, d'une certaine manière, mélangées avec elles, déposées de la même manière, etc. Je vais y revenir. Au milieu des années 90, de nouveau, une phase active qui bénéficie du passage des générations, bien sûr, parce que je crois que c'est aussi quelque chose de très important, ce passage des générations, notamment pour nous aujourd'hui, je vais y revenir, aussi bien du côté des familles que du côté du personnel des institutions, et dans un climat, disons, de recherche historique et un climat positif qui a remis en cause le mythe de toute la France résistante et qui a repensé, réévalué le rôle du gouvernement de Vichy dans l'histoire de la France. Je pense au livre de Paxton sur la France de Vichy qui date de 1972, qui a été traduit en français en 1974, les études de Jean-Pierre Azéma, d'Henri Rousseau dans ces années-là, et plus spécifiquement les études menées sur les œuvres d'art, celles de Lynn Nicolas ou de Hector Feliciano. Dans ces années 1990, une série d'initiatives ont été prises très importantes qui va culminer avec la mission d'études sur la spoliation des Juifs de France, la mission Matteoli. Donc une série d'initiatives qui visent à sortir de l'oubli dans lesquels ces MNR étaient tombés. Dès mars 1996, la DMF nomme auprès du département des peintures 2 conservateurs chargé d'entreprendre les recherches sur les MNR dans différents fonds d'archives français, étrangers,
Donc tout ça est coordonné. Tout ça est coordonné par Elisabeth Foucard. Le 17 novembre 1996 est organisé un colloque « Pillage et restitution, le destin des œuvres d'art sorties de France pendant la Seconde Guerre mondiale », organisé par l'École du Louvre et à l'École du Louvre par la direction des musées de France, et qui décide de la création d'une base de données informatique contenant les notices illustrées des peintures classées MNR. C'est l'ancêtre de la base Rosevalent. En 1997, une première exposition temporaire des peintures MNR au musée du Louvre. Et en 1998, la mission d'étude sur la spoliation des Juifs de France, mission confiée à un ancien résistant, Jean Matteoli, et qui publie un rapport qui constate qu'entre 1945 et 1950, les musées de France n'ont pas poursuivi avec la détermination montrée dans les années... que les musées de France dans les années après 50 n'ont pas poursuivi avec la détermination montrée dans les années 45-50 les restitutions des objets. Voilà. Et donc en 2004, publication du catalogue des peintures MNR par Claude Lenné et Anne Roquebert sous la direction d'Elisabeth Foucard, conservateur au département. Là, on a quelque chose d'assez important. C'est un bloc. Ce qu'il faut voir, c'est que Claude Lenné, Anne Roquebert, Elisabeth Foucard, quand elles ont commencé à travailler sur ce gros catalogue, qui est dont disons, les résultats sont versés dans la base Rosevalent, elles n'avaient quasiment rien ou assez peu de choses à disposition. Donc ce catalogue a offert des notices aussi complètes que possible, avec un historique fruit de plus ou moins 10 ans de recherche. Autre élément extrêmement important, des campagnes de photographie des œuvres systématiques ont été menées à ce moment-là. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'à cette campagne des œuvres est complétée dans les dernières années, là, dans les années 2010, par des campagnes systématiques des revers avec des gros blancs et des gros plans et des... c'est presque un lapsus sur les années 50-60, avec des gros plans sur les inscriptions, les étiquettes qui figurent au revers. J'ajouterai, pour nous, département des peintures, depuis 2 ans, lié au chantier de collection que nous menons sur les cadres, et là je reprends un peu ce que disait Mathias Listel sur la question des cadres, lié à notre propre chantier de collection sur les cadres, une recherche systématique des cadres MNR. Donc c'est très difficile, mais on a retrouvé un certain nombre de cadres qu'on a réussi à associer à un certain nombre de tableaux avec éventuellement des informations au revers de ces cadres qui pouvaient être intéressants. Alors, il y a eu aussi à ce moment-là, parce que j'ai essayé de faire un petit peu cette petite histoire et de voir aussi comment les conservateurs à cette époque-là, enfin ce qui avait changé dans la conservation de ces œuvres et dans la manière dont on les gérait. Eh bien, ce qui a été extrêmement important, me semble-t-il, avec ces recherches et disons ce climat et cette mission Matteoli, c'est que la position qui a été réaffirmée, c'est que ces œuvres n'appartiennent pas aux collections nationales. Et donc, l'objectif de ces œuvres, clairement identifié ici, c'est celui de les restituer. Et donc, elles ne doivent pas être traitées de la même façon que les œuvres des collections nationales. Le fait d'avoir donné les tableaux en garde aux musées nationaux avait un réel avantage qui était celui de la visibilité d'une part. Vous me direz que dans les années 50, dans les années 60, 70, cette visibilité n'a pas été au niveau qu'il aurait dû avoir. D'une part, donc cette question de la visibilité et la question aussi de l'entretien. Les musées ont les moyens et la connaissance en matière de conservation et de conservation préventive. Le défaut de cette, peut-être de ce, en y réfléchissant, de ce système, c'est que ces tableaux ont fini parfois par être noyés dans la masse et par être intégrés aux autres collections. C'est-à-dire qu'ils étaient exposés dans les salles, ils pouvaient être voilà. Donc, à partir de la fin des années 1990, il y a eu une réaffirmation, on a réaffirmé l'obligation d'exposition dans la mesure du possible et de publication de ces collections. À l'occasion des récollements qui étaient faits dans les musées, notamment en région, on a souligné à chaque fois la nécessité d'exposer ces œuvres de façon particulière. Et puis aussi un traitement spécifique en matière de restauration, qui est toujours celui que nous pratiquons aujourd'hui. C'est-à-dire que, sauf si ces œuvres sont en danger,
elles ne subissent pas de restauration qu'on qualifie d'esthétique, destinée à améliorer leur état de présentation, comme par exemple un simple allègement de vernis, car cela pourrait modifier leur aspect et rendre plus difficile l'identification d'une œuvre. Un allègement de vernis peut conduire à une suppression de repeints, des repeints qui peuvent être sur des photos anciennes, des éléments d'identification d'une œuvre. De même, on ne touche plus aujourd'hui au châssis et on laisse les revers libres avec toutes les étiquettes de façon qu'on puisse effectivement repérer des éléments qui permettraient l'identification des œuvres et donc répondre à des demandes de restitution. Donc ne sont effectuées que les interventions nécessaires à la bonne conservation des œuvres. Et puis aujourd'hui, alors ça c'est aussi la conséquence du fait que ces œuvres ont été considérées sur le même modèle ou sur le même mode de gestion que les autres œuvres, on recherche les cadres. Souvent ces œuvres émanant de familles, d'individus privés, avaient des cadres parfois modestes, parfois cassés, sont arrivés dans des états divers et de façon à les présenter, elles ont été décadrées et on a mis des cadres plus, disons, qu'on préférait ou qui étaient en meilleur état. Et donc aujourd'hui, on essaye de remettre les tableaux avec leur cadre. Enfin, dans cette période, en 2008, il y a eu une exposition des MNR à qui appartenaient ces tableaux, au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris et au musée d'Israël à Jérusalem, exposition organisée par le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère des Affaires étrangères et européennes, la direction, à l'époque, la direction des musées de France, la réunion des musées nationaux, en collaboration avec le musée d'Israël à Jérusalem. À partir, quatrième étape, du milieu des années 2000, une impulsion nouvelle, à la suite notamment de la conférence de Washington, a été donnée dans un sens au moins politique, dans un sens plus proactif, dans la recherche des ayants droit. Et là, il y a un élément qui est absolument fondamental, c'est que jusque dans ces années-là, le système reposait sur la déclaration des propriétaires légitimes ou des ayants droit, ce qui pouvait effectivement constituer un frein à la restitution. En 2013, c'est une demande explicite de la ministre Aurélie Filippetti, et en 2016, il y a cette mission confiée à David Zivie par la ministre Audrey Azoulay avec la rédaction d'un rapport qui était remis, je crois, en 2018 à Françoise Nyssen, mais je n'y reviens pas puisque David est ici. Alors, si on fait un bilan sur ces quelques années, on voit le résultat quantitativement apparaît relativement maigre, même si on voit dans les dernières années une accélération. Entre 1949 et 1996, donc sur 53 ans, nous avons 27 tableaux restitués. Entre 1999, si je ne me suis pas trompé, et 2003, donc sur 4 ans, 15 MNR restitués. Entre 2004 et 2019, 15 ans, 19 tableaux, dont 2 en 2019, donc 4 en 2019, 2 tableaux de Cornelis de Berthe, Mathis Schoenwertz aux ayants droit Stern, et 2 grands Vernet déposés à Avignon, rendus à la famille Rothschild. Soit 64 tableaux sur le nombre, sur les 800 et quelques... c'est, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est peu et beaucoup trop peu. Alors pour ça, il y a effectivement différentes raisons. Il ne s'agit pas pour moi ici de justifier, mais de voir le contexte général et justement les points sur lesquels il nous faut travailler dans un sens plus proactif aujourd'hui. Ces différentes raisons, il y en a beaucoup, mais j'en liste quelques-unes. C'est cette amnésie effectivement des années 60-80 et donc un certain retard à rattraper. La nécessité, je l'ai évoqué jusqu'aux années 2010 pour les ayants droit de fournir la preuve, donc d'être dans le système de la déclaration et pas dans le système, disons, plus proactif de la recherche d'ayants droit. La difficulté à identifier correctement les ayants droit et donc la nécessité de s'adjoindre les compétences, notamment de généalogistes, parce que une des difficultés, c'est quand même d'identifier qui, et une fois qu'on a identifié le tableau, à qui restituer, à qui personne unique ou plusieurs personnes restituées, et il ne faut surtout pas, évidemment, se tromper. La difficulté d'identifier des tableaux souvent anonymes ou dont le descriptif est trop vague.
Vierge à l'enfant du XVIIe siècle dans les catalogues avec des dimensions. Donc on regarde les dimensions, mais on sait rarement si les dimensions sont avec cadre, sans cadre, etc. Donc on a des informations qui peuvent être difficiles. Variété des sources, catalogue de vente, catalogue d'exposition, catalogue de marque, des archives en France et à l'étranger, archives publiques, archives privées, archives du marché de l'art. Et pendant longtemps, il y a eu la difficulté de consulter ces différentes sources, toujours aussi quelquefois. Donc une certaine difficulté d'accès à l'information, aujourd'hui grandement facilitée par l'Internet. Ça, c'est absolument essentiel, d'une part, et le travail, finalement, qui a été fait précédemment par tous les gens qui ont travaillé, puisque le catalogue Lenné-Roquebert, en fait, est une base à partir duquel, aujourd'hui, et la base Rosevalent, à partir duquel, aujourd'hui, on peut rebondir et préciser. Insuffisante connaissance historique du marché de l'art sous l'occupation et des mécanismes de la spoliation, sur laquelle travaille Emmanuel Pollack actuellement. L'inexistence de la recherche de provenance à l'université et dans les musées comme un domaine de recherche à part entière, avec ses propres règles, avec sa propre méthodologie. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on comprenne que ce type de recherche est tout à fait particulier et doit être valorisé en tant que tel. La mission Matteoli a joué un rôle essentiel dans la prise de conscience de ce manque. L'absence, il ne faut pas se cacher, de moyens financiers et humains en matière de recherche qui est mis notamment dans les musées, le manque de coordination des différents acteurs et, je vais y revenir, la crispation des positions dans un climat parfois polémique, alors qu'il faudrait au contraire mettre ensemble les énergies dans un seul but qui est celui de restituer. Car, et c'est là peut-être un élément tout à fait essentiel et qui nous a conduit à créer ces cabinets permanents dans le parcours, l'accusation à l'encontre des musées de vouloir garder ces œuvres en les cachant, encore souvent utilisées, bon, parfois de façon, disons, un petit peu polémique ou pour le moins caricaturale avec le conservateur qui garde pour lui les œuvres, est, selon moi, aujourd'hui, devenu obsolète. C'est de même qu'on avait cette idée des réserves dans lesquelles il y a des trésors. Je peux vous dire que dans les réserves du Louvre, depuis les années 90, justement depuis le Grand Louvre, il n'y a plus, sauf dans les changements d'accrochage, des trésors qui traînent. Car est arrivé aujourd'hui dans les musées, je pense, une génération de conservateurs, de documentalistes, de personnes, de chercheurs qui sont nés avec la commission Matteoli, enfin nés au métier. Certains sont vraiment nés au moment de la commission Matteoli, d'autres sont nés au métier comme moi-même au moment de la commission Matteoli et pour lesquels la restitution des œuvres spoliées est aujourd'hui une évidence. Et donc si on veut, au regard des manques de moyens financiers et humains, au regard de l'insuffisante connaissance historique du marché de l'art dans la période et de l'insuffisante connaissance des mécanismes de la spoliation, si on veut sortir de ça, il faut sortir des positions caricaturales et travailler collectivement. Car ce qu'on a voulu aussi affirmer avec ces cabinets, et c'est une chose qui est claire pour nous qui travaillons au département des peintures, l'ensemble du département, l'ensemble du musée aussi, c'est que ces œuvres n'appartiennent pas au musée, elles figurent sur un inventaire à part et elles doivent être restituées aux ayants droit légitimes des familles juives pour leur plus grande majorité qui ont été spoliées. Donc, d'ailleurs, je signale une chose, c'est que la restitution n'implique pas, pour les MNR, pas de complications d'ordre juridique, puisqu'il n'y a pas d'inventaire sur ces œuvres-là, en tout cas, à radier. Et donc, la restitution des MNR ne pose pas de problème en termes d'inaliénabilité des collections. Donc, c'est cette idée, aboutissement du travail mené par les équipes, notamment dans les années 90, qui a présidé donc à la création en 2017 de ce premier espace permanent. C'est-à-dire, vous avez vu qu'il y avait des expositions temporaires. Là, nous avons créé un espace permanent
dédiées au MNR dans le parcours de visite. Et mon idée autour de ces salles était que dans chaque aile du Louvre, le département des peintures étant présent sur les 3 ailes, Sully, Denon, Richelieu, que dans chaque aile, il puisse y avoir un espace de ce type. Les arts graphiques en ont aujourd'hui aussi créé un. En effet, traditionnellement, les MNR sont exposés au cœur des collections permanentes avec les tableaux des collections nationales. Donc, il y en a toujours qui sont exposés avec les collections, mais je pense qu'il faudrait les signaler par un cartel spécifique. Nous y travaillons, mais aussi un lieu distinct et qui reste dans le parcours. Nous travaillons avec différentes directions concernées à la mise au point, en particulier d'un flashcode, enfin de quelque chose de l'ordre d'un flashcode qui permettrait d'identifier les œuvres à historique problématiques et qui permettrait, avec son téléphone, d'avoir l'historique qui défile, parce que quelquefois les historiques sont extrêmement longs. Alors on peut les voir sur la base Rosevalent, maintenant qu'on a le Wi-Fi dans le musée, mais ça permettrait d'avoir la fiche tout de suite. En ouvrant ces salles que vous avez vues précédemment, il y avait un triple objectif: affirmer que ces œuvres n'appartiennent pas aux collections nationales. C'est la première chose, et qu'elles doivent être restituées. Deuxième chose, permettre d'identifier des ayants droit ou de sensibiliser les ayants droit aux instruments de la recherche, et notamment faire connaître la base Rosevalent. Donc en fait, on avait pensé dans un premier temps qu'on pouvait installer une borne avec la base, mais pour des raisons informatiques, ça n'est pas possible. Donc le site, on peut le consulter avec son téléphone par le Wi-Fi, et si on réussit à installer un flashcode, ça serait bien. Et puis, troisième idée, d'avoir au sein des collections permanentes un espace mémoriel qui explique ce qu'a été la spoliation des familles juives durant l'occupation. Cette idée de mémoire, elle est évidemment pour les familles, les ayants droit, elle est pour le visiteur qui vient au musée et qui ne va pas nécessairement chercher ces œuvres-là, mais qui, dans sa visite normale, la salle des MNR se trouvant à la sortie de la galerie Rubens, découvre cette salle où on essaye de lui expliquer ce qu'a été la spoliation, mais en y réfléchissant aussi, c'est une chose à laquelle on a réfléchi, elle est aussi pour nous, conservateurs, documentalistes, personnels du musée, qui travaillons dans les musées et qui avons la garde de ces œuvres, parce qu'elle implique aussi un nouveau regard sur ces objets, dont certains, en y réfléchissant, ont été considérés pendant longtemps avec peut-être un certain désintérêt, car certains d'entre eux n'ont qu'une faible valeur artistique, historique ou financière. Et en fait, je pense que ça a joué aussi de se dire, bon, c'est pas des œuvres très importantes, etc., etc. Et donc là, il y a vraiment un besoin de changer. Les musées acquièrent des œuvres pour leur valeur historique ou leur valeur artistique très importante. Et donc là, je pense qu'il y a besoin de changer notre regard et de prendre mieux en considération un autre type de valeur, moins pris en compte dans le musée, qui est la valeur, et le mot est fort qu'il faut employer, qui est la valeur affective, car ces objets sont le lien manquant d'une histoire à trous. Ils sont en quelque sorte des représentants, les récits, les chaînons d'un récit qui manque. D'où leur importance symbolique et affective dans l'idée de la transmission et l'attachement des ayants droit, au-delà de ce que représente l'œuvre d'un point de vue artistique ou historique, pour l'objet lui-même. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment qu'on intègre de façon à traiter ces objets avec la dignité, ces objets à restituer avec la dignité, pour cette raison de cette valeur-là, qu'il mérite. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans l'aile Richelieu, nous avons choisi de présenter ces œuvres dans deux, entre guillemets, cabinets, donc des lieux dont, si vous voulez, l'intimité silencieuse à côté des grandes salles flamandes où passent les foules, deux cabinets qui rappellent le caractère de la collection privée. D'une certaine façon, je ne sais pas si ça c'est... ouais. D'une certaine façon aussi, l'accrochage dense qu'on a voulu, alors qui permet de présenter encore plus d'œuvres, voilà, l'accrochage
dense, alors qu'on a essayé de faire le plus agréable possible, si vous voulez, le mieux présenté possible, la diversité des écoles exposées, sans ordonnancement particulier, qu'il s'agisse d'un ordonnancement d'histoire de l'art ou iconographique ou autre, la diversité aussi de la qualité des œuvres qui sont exposées, d'œuvres très importantes à d'œuvres qui sont historiquement, ou au point de vue de l'histoire de l'art, moins importants, traduisent la diversité des histoires individuelles et familiales, mais qui participent toutes de l'expérience collective de la spoliation, expérience qui doit être pensée et comprise dans une globalité historique qui est celle d'une population stigmatisée et de son extermination, c'est-à-dire que ces œuvres sont partie de la Shoah et que donc à ce titre-là, nous devons les traiter avec le caractère et l'importance qu'elles ont de ce point de vue-là, avec ces deux idées de transmission et de réparation. Donc la restitution, eh bien, même si matériellement elle est difficile à réaliser, elle est longue, la restitution est bien au cœur de notre réflexion et de notre action. Donc même si on peut regretter les lenteurs, les difficultés, le côté parfois tatillon des recherches qui aujourd'hui ne relèvent pas d'une volonté de cacher ou de conserver, mais souvent d'un manque de moyens et surtout de la nécessité d'instruire le plus justement et le plus précisément possible les dossiers, non seulement en identifiant les œuvres, les victimes, les conditions de la spoliation, mais aussi les ayants droit des victimes de la spoliation. Le sentiment de lenteur, on comprend le sentiment que peuvent éprouver les familles, les ayants droit de lenteur administrative, mais ce sentiment-là vient se confronter à celui de l'éthos du conservateur qui ne cherche pas nécessairement à tout garder, c'est pas du tout l'idée, mais qui est un rapport intellectuel à l'attribution, la provenance, la précision. Il s'agit bien d'être compréhensif, mais de ne pas brûler les étapes. Et donc, il y a un équilibre qui n'est pas trouvé probablement aujourd'hui, mais un équilibre à trouver. Dans ces dernières années, donc là, il y a vraiment quelque chose qui se noue de tout à fait capital. La nouveauté aussi, et ça c'est l'autre volet sur lequel je serai beaucoup plus bref, qui n'est pas présenté ici, évidemment, dans ces cabinets qui sont exclusivement consacrés aux œuvres récupérées en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, c'est les recherches non plus sur les MNR, mais désormais les recherches plus larges de provenance sur les œuvres acquises depuis 1933. Ça, c'est aussi une nouveauté qui rejoint ce qu'évoquait aussi tout à l'heure Matthias Listel. Donc, depuis 1933, 2743 œuvres sont entrées sur nos inventaires. Alors, ce qu'on est en train de faire, nous, pour vous dire un petit peu la méthodologie, on en est au début de cette recherche qui bénéficie d'une réflexion. On a établi des typologies d'entrée, donc on reprend ces 2000 et quelques 700 œuvres, donc avec des œuvres qui sont entrées antérieurement, mais qui ont été réinventoriées dans la période concernée, donc celle-là, comme la collection Campana, celle-là, on les élimine. On élimine aussi les œuvres échangées dans le cadre de la loi de 1941 sur l'échange franco-espagnol, c'est la Dame d'Elche, etc., on les élimine. Les œuvres qui sont l'objet de dons, dont certaines peuvent être exclues de la période, soit parce qu'il s'agit en fait d'une donation antérieure, comme celle de la princesse de Creil, qui a été, régularisée, soit parce que le don s'inscrit dans une filiation claire, comme celle du baron Chassériau. Les œuvres qui sont des legs, donc les autres, en dehors de ces cas-là, il faut les étudier. Les legs, de la même manière, il y a des legs qu'on élimine parce que le legs du baron Chassériau en 1934 ou de Madame de la Roche-Vernet, en revanche, il y a de nombreux autres legs qu'il faut qu'on étudie très précisément. Après, ensuite, il y a donc, en fait, la difficulté pour nous, face à ces 2743 œuvres, c'est qu'elles doivent toutes être traitées individuellement, en particulier les œuvres qui sont achetées soit directement à leur propriétaire, soit, et c'est encore plus difficile, à un intermédiaire, voire dans des ventes aux enchères. Alors on s'est interrogé sur
la manière de procéder. Dans un premier temps, on a pensé que la manière était de travailler sur 1933-1945, sachant qu'Emmanuelle Pollack a été aussi nommée chargée de mission au musée du Louvre et qu'elle fait un travail complémentaire d'une autre en travaillant sur les archives des propriétaires. Nous travaillons à partir des œuvres. Donc, vous voyez, il faut qu'il y ait une diversité de points de vue de recherche à partir des propriétaires, à partir des archives ou à partir des œuvres. Donc, pour l'instant, on a établi un protocole, si vous voulez, de recherche qui est de classer les œuvres par artiste pour optimiser les recherches. On reprend ces 2000 œuvres, on refait une étude attentive de la matérialité de ces œuvres, c'est-à-dire de leur montage, de leurs accessoires, de leurs étiquettes, de leurs cadres, conjugués à des informations récentes. On reprend complètement les dossiers d'œuvres. On va aux archives consulter les PV des comités consultatifs des conservateurs et des conseils artistiques. On étudie aussi la documentation générale qui est au département des peintures, et notamment la documentation dans les dossiers des collectionneurs, des marchands, des mécènes et des artistes, et tout un travail bibliographique, notamment sur les publications les plus récentes, en plus des consultations de base traditionnelles. Donc je terminerai en disant que nous sommes donc interrogés sur la meilleure manière de procéder, soit de 33 à 45, soit par ordre alphabétique, ce qui nous permet, si on travaille par ordre alphabétique d'artistes, d'être plus rigoureux et plus rationnel, et de ne pas revenir régulièrement sur des artistes qu'on aurait déjà traités et de dépouiller l'intégralité de ce qu'on peut dépouiller. On a 2000 et quelques œuvres. On a estimé qu'on pouvait en travailler à peu près 400 à 450 œuvres par an, et donc on devrait pouvoir arriver en 4-5 ans à avoir au moins un état actuel de la recherche sur ces œuvres qui sont entrées dans les collections nationales depuis 1933, qui sont, je le répète, différentes des œuvres MNR, puisque celles-ci posent la question juridique de l'inaliénabilité des collections en cas éventuelle de restitution ou de réclamation. Voilà, rapidement brossé un petit peu la position du département des peintures sur la question et des MNR et des recherches de provenance. Merci beaucoup Sébastien Allard, c'était vraiment un très très bon overview rapide, enfin assez rapide, merci. Alors justement, la question des moyens, parce que c'est quand même énorme la tâche qui est encore devant vous. Quels sont vos moyens? Je pense au Rijksmuseum à Amsterdam, je pense qu'ils ont 7 chercheurs de provenance au sein de leur musée. Et comment ça se passe au Louvre? Alors, au Louvre, jusqu'à très récemment, nous avons eu, au département des peintures en tout cas, nous avons eu, à la suite de la commission, autour de la commission Matteoli, 2 conservateurs, 2 conservatrices, plus Elisabeth Foucard qui coordonnait, donc 3 personnes qui ont travaillé pendant un certain nombre d'années, voilà, et ensuite... Alors, la difficulté au sein des départements, c'est d'avoir effectivement les moyens, les moyens financiers, c'est une chose, mais les moyens humains, c'est encore plus difficile. Nous avons un conservateur responsable à chaque fois, enfin qui travaille là-dessus, mais qui n'est pas dédié uniquement à ça. Et puis, nous avons une personne mise à disposition de la direction des musées de France pour faire les recherches sur les inventaires, mais pas seulement sur les inventaires et sur ces recherches un petit peu de provenance. Du côté, ça s'est enrichi, du côté de la DRC, de la direction de la recherche et des collections, par, donc je signalais Emmanuelle Pollack, qui travaille, elle, du côté du marché de l'art, c'est ce que nous ne faisions pas, qui sont des recherches historiques non, à partir des œuvres. Et puis, il y a les autres institutions, le service, enfin, David, le service des musées de France, le ministère des Affaires étrangères, les archives. Donc, il y a toute une nébuleuse. Mais c'est vrai que par rapport à certains moyens en personnel, en tout cas, qui sont mis du côté de l'Allemagne, parfois du côté des Pays-Bas, c'est probablement insuffisant. Et insuffisant surtout parce que je crois qu'il y a une chose qui est très importante, me semble-t-il, à comprendre, c'est que la recherche de provenance, c'est une spécialité.
C'est une spécialité en soi, et donc je pense qu'il faut avoir des personnels, des gens qui travaillent spécifiquement là-dessus, qui ont les techniques, qui ont la connaissance des fonds. C'est un vrai travail en soi, et qu'on ne s'improvise pas, enfin on peut s'improviser, et c'est un travail à plein temps. Ouais. David, je ne sais pas si... Merci beaucoup. Et je crois que c'est important de noter, en effet, c'est aussi la fin de votre présentation, c'est le travail sur les collections nationales permanentes, les objets, les œuvres qui appartiennent à l'État, à la différence des MNR, puisque voilà, on s'est beaucoup focalisé sur les MNR, il y a encore énormément de travail à faire. Tous les MNR ne sont pas spoliés, ce qui complexifie un peu la chose. Et en revanche, toutes les œuvres spoliées ne sont pas MNR, vous l'avez dit. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Ça commence à se faire seulement dans votre département, dans les autres départements. Vous avez signalé le travail d'Emmanuel aussi. Et on espère que ça puisse se faire aussi dans d'autres musées. C'est un travail titanesque, et en même temps, vous avez fait ce ratio, 400, 450 par an, 4 ou 5 ans. Si on tient ça, ça n'est pas si long à l'échelle du travail qui est demandé. Donc ça, c'est vraiment important, et on rejoint aussi le travail qui est fait, je crois que c'était 7 ans, 2011-2018, disait Mathias Lissel, pour le musée de Mannheim. Et voilà, donc on essaye tous de contribuer, à chaque fois je le dis, mais parce que chaque mois, il y a du monde ici, et certains de personnes ici contribueront peut-être à ce travail. Et ça, c'est vraiment un point important. On parlait d'histoire aussi, et puis des clichés ou des préjugés, des évolutions aussi dans des mentalités. Est-ce qu'on peut dire un mot à la fois peut-être pour les deux musées, de ce que l'on retrouve de ce qu'on a fait ou de ce qui a été fait dans le musée? Vous avez parlé pour la France de l'oubli, de l'amnésie pour ce qui concernait les MNR pendant un certain temps, entre les années 50 et 90. Est-ce qu'on entend souvent qu'on aurait du mal à faire des recherches parce que ça remettrait en cause un peu ce qu'ont fait d'autres, des prédécesseurs, des collègues dans le passé, vous l'avez un peu évoqué, mais notamment aussi sur la question des acquisitions, pas nécessairement pendant la guerre, mais dans les années 50, on a acquis, vous allez peut-être trouver des choses qui posaient problème, et c'est vrai que pendant très longtemps, on ne se posait pas la question de la provenance. Et pareil, en Allemagne, on se pose des questions de l'origine des œuvres, et encore l'origine dans les années 50 ou 60, ou peut-être jusqu'aux années 90 ou 2000. Et donc, comment on peut appréhender ça aujourd'hui? Vous y avez un peu répondu, mais parce on entend souvent la critique qui a pu être juste, mais qui est de dire on n'ose pas trop toucher à ce qu'ont fait les collègues avant, on risque de juger leur travail. Est-ce que, donc, en tant que conservateur, dans la maison, qui s'intéresse à son passé, comment on le voit, et comment on le voit aussi en Allemagne, si la question est assez claire, le regard sera aussi intéressant de ce côté-là. Sébastien ou... C'est une question. Non, c'est pour Mathias aussi. Mais... Et la question, c'est que je pense que là, il n'y a pas de jugement moral. Enfin, il y a un jugement moral pour des gens qui ont été spoliateurs, etc., etc. Après, on voit bien que ce qu'on peut faire aujourd'hui, et les avancées d'aujourd'hui reposent complètement sur ce qui a été fait de la fin des années 80 et des années 90. Donc déjà, la génération précédente, je veux dire la nôtre, a fait un travail énorme, parce que je le rappelle, le catalogue des MNR, Claude Lenné, Anne Roquebert, on partait de pas grand-chose. Ça, c'est une première chose. Après, on peut pas refaire l'histoire, et deuxièmement, c'est pas parce qu'on aurait peur, etc., etc. Je veux dire, c'était pas nécessairement dans le climat de l'époque, et je pense que de ce côté-là, il faut être sans jeter, sauf si ça a été fait à dessein, etc., etc. Mais sans jeter l'opprobre sur les uns ou sur les autres, il faut avoir un regard relativement décomplexé sur la question, me semble-t-il. Je vois pas comment on peut faire autrement. Peut-être repasser, avant de donner la parole aussi au public, demander à Matthias Listel, est-ce que vous avez des remarques, des questions à Sebastian Allard? Haben Sie Fragen zu dem, was Herr Nein, Allard ich konnte ganz gut folgen, aber ich habe jetzt keine Frage. Danke. Ok, donc pas de questions. Daniel? Je pense que ce qui est important dans ce qu'a dit Sébastien Allard et dans ce qu'a dit Mathias Lissel, c'est le changement générationnel, c'est-à-dire qu'il y a des étapes, et ces étapes ayant été franchies, ce qu'on voit, c'est un croisement entre la question technique,
ce que Sébastien Allard a appelé la question affective, ou ce que Matthias Liss a dit sur la présence des mécènes, ce retour, l'œuvre qui revient malgré tout en Allemagne, et dont on peut s'étonner qu'elle retrouve ce que vous avez appelé la patrie d'origine. Je pense que toutes ces choses-là sont des tonalités qu'on travaille aujourd'hui et qu'on ne travaillait pas avant les années 90. On a un autre rapport aussi à la question de l'émotionnel et du suivi de la trace, de l'importance qu'est une trace retrouvée. Les conservateurs sont eux-mêmes pris, et les musées sont pris dans ce changement d'attitude qui est aussi un changement de perspective historique, et peut-être que pour ça il fallait quelques générations aussi, y compris du côté de ceux qui ont été victimes de la Shoah, c'est-à-dire de la deuxième, troisième, quatrième génération. Bien sûr, tout ça va ensemble, et je pense que c'est important que les musées en tiennent compte, et de constater que les musées en tiennent compte aussi. C'est-à-dire qu'on produit de la présence d'une absence, mais cette présence d'absence, elle est effectivement ce qui manquait avant. Oui, effectivement. D'ailleurs, j'avais une question à Matthias Listel encore, ce que je trouvais vraiment très remarquable. Vous avez parlé de cette famille Lenel, qui était donc grand mécène du musée de Mannheim avant la guerre, qui a dû fuir le nazisme, qui, si je me rappelle bien, juste après la guerre, enfin fin 40, début années 50, revient visiblement en Allemagne et fait don au même musée qui a auparavant enlevé leur donation. Alors, est-ce que là, vous avez un peu plus d'arguments? Quelle était la motivation de cette famille de quand même continuer ce mécénat après tout ce qui s'est passé? Es ist einfach die Verbindung zum Museum auch entscheidend gewesen. Das muss man ganz klar sagen. Und auch die Verbindung zur Stadt. Also, beziehungsweise, ja, überhaupt das familiäre Engagement. Also, es ist ein Schreiben mit dieser Schenkung erfolgt, dass Herr Lenel noch viel mehr geben hätte wollen, genauso wie seine Vorfahren das schon getan haben, für andere soziale Zwecke. Aber er kann aufgrund der damaligen Verhältnisse eben nicht mehr hergeben. Also es ist einfach sicherlich aus der Verbindung der Familie zur Stadt, die auch durch die Vertreibung dann nicht gebrochen werden konnte, und auch eben vom sozialen Engagement der Familie eben zu erklären. Aber natürlich, wenn man sich überlegt, 10 Jahre zuvor ist man gerade noch entkommen, man hätte hier genauso gut ins Konzentrationslager abgeführt werden können, und 10 Jahre später macht man diese Schenkungen, da kann man das eigentlich rationell gar nicht fassen. Ja. Donc j'essaie de traduire rapidement. Donc en fait, il disait cet exemple de la famille Lenel, donc qui était très attachée à sa ville, très attachée au musée, qui avait donné depuis des générations, et donc en fait, même après la guerre, même après ce sort, donc puisqu'ils ont juste échappé en fait au nazisme, ils sont revenus vivre à Mannheim, et ils voulaient continuer en fait cette tradition familiale, donc renouer avec cette attitude-là. Donc je vois le temps a avancé à toute vitesse, donc je me permets, si vous êtes d'accord, David, Daniel et Sébastien, de passer quand même la parole au public, si vous avez des questions. Les précautions. Bonsoir. J'avais une question sur effectivement la méthodologie, parce que vous avez parlé de méthodologie, et je voulais savoir si vous échangiez avec les autres musées en Allemagne, aux Pays-Bas, éventuellement en Belgique, et je voulais savoir si les œuvres qui étaient présentées au Louvre étaient toutes des œuvres dont on pensait que les propriétaires étaient peut-être français, ou est-ce que ces œuvres sont possiblement les propriétés de gens qui étaient allemands, belges ou autres nationalités. Alors sur la première question, évidemment, on est en contact
nous-mêmes, le ministère de la Culture, le ministère des Affaires étrangères, effectivement, avec, il y a des réunions, il y a des colloques, etc., avec nos collègues en France et à l'étranger. Parce que les musées en région aussi ont fait un vrai effort. On a eu encore à Grenoble, malheureusement il y a eu le Covid autour de Rosevalent, Bordeaux, etc., Angers, on fait des expositions ou des colloques ou des présentations des œuvres MNR. Donc là, oui, on est en contact. Sur les œuvres présentées dans le MNR, on a présenté des œuvres un peu de tout type. Enfin, je veux dire, ce sont les œuvres récupérées en Allemagne avec des historiques parfois à trous. Donc voilà, ce sont les œuvres récupérées en Allemagne dont la plupart proviennent de France. Ouais. Oui. Et qui sont toutes possiblement spoliées. Enfin, elles ne le sont pas nécessairement, mais voilà. Une possibilité de spoliation. Juste sur ce point, normalement, le principe des rapatriements d'œuvres à la fin de la guerre, c'était qu'on comprenait que les œuvres venaient de France et donc elles étaient renvoyées en France. Donc la plupart des œuvres appartenaient à des gens qui étaient en France pendant la guerre et qui avaient soit été volées, soit qui les avaient vendus sous la contrainte. Certains ne les ont pas vendus sous la contrainte, ceux qui ne sont pas spoliés. Donc la plupart, sans doute, des propriétaires étaient français, mais ils pouvaient être en France, provenant d'un autre pays. Il y avait aussi des gens qui avaient été réfugiés avant-guerre. Donc voilà, on ne peut pas le dire nécessairement. Et tant qu'elles sont là, c'est qu'elles ne sont pas restituées, donc ces œuvres, et donc c'est pour celles qui sont spoliées. Donc elles sont précisément là parce qu'on ne sait pas qui était le propriétaire. Et on essaye d'en savoir plus. Bonjour, je voulais savoir votre travail, vous le faites depuis plusieurs années, certes, mais vous avez décidé de commencer au Louvre ou c'est un musée qui a commencé ce travail et après les autres musées ont continué le leur? Allez-y, parce que... non, alors c'est une... pour ce qui est des MNR, les MNR sont à la garde des musées nationaux et comme le disait Sébastien, ils sont pour la période du Louvre, ils sont attribués au Louvre et ensuite ils sont répartis dans plus d'une centaine de musées. Orsay en a, entre guillemets, le MNAM aussi, l'art moderne. Donc il y en a dans tous les musées et on demande quand même plutôt aux musées attributaires de travailler sur ces œuvres. Comme l'a dit Sébastien aussi, c'est une vraie, c'est quasiment un métier, il faut une expertise et donc on ne peut pas demander à tout le monde dans tous les musées de France qui ont un ou deux MNR seulement de travailler là-dessus et d'aller aux archives qui sont à Paris ou à l'étranger. Donc c'est quand même d'abord les musées principaux qui sont attributaires des œuvres qui travaillent dessus. Ensuite, là, il y a des initiatives qui sont prises par les musées, tout ce qu'a présenté Sébastien, notamment dans la question de la présentation. Et vous avez aussi un peu plus de moyens, même si ils sont pas suffisants, mais un peu plus peut-être au Louvre qu'ailleurs. Donc, il y a des instructions quand même qui ont été données par le passé à plusieurs reprises par le ministère, en tout cas sur la mise en valeur des œuvres, sur les cartels, sur ce genre de choses. Ensuite, le ministère de la Culture, avec ses moyens pas non plus immenses dans la mission dont je m'occupe, contribue à cette recherche. On a des chercheurs en plus, mais donc voilà. Donc il y a un mouvement général, et ensuite il y a des initiatives locales, et puis il y a un certain nombre de musées, dits musées de France, qui ont le label Musée de France partout en France, qui ont, pas énormément, mais un certain nombre qui ont travaillé sur l'origine des œuvres aussi, pas seulement sur la présentation. Donc voilà, ça reste quand même, la liberté est assez grande, et le travail sur les collections permanentes, les collections propriété de l'État, ça c'est encore assez nouveau, et donc il y a assez peu d'initiatives encore de ce type-là, malheureusement, mais ça va venir, et le Louvre est moteur là-dessus. Je me demandais comment un descendant d'un petit collectionneur peut-il vous apporter la preuve que ça a bien appartenu à sa famille? Parce que quand on voit que les grandes familles de mécènes, déjà comme les Rothschild que vous avez cités tout à l'heure, se sont vus restituer une œuvre assez récemment, alors qu'ils disposaient d'inventaires, ils disposaient dans les maisons de vente aux enchères, il y avait quand même des catalogues qui montraient
l'origine des œuvres, et puis tout ça a été enregistré dans les grandes maisons d'enchères. Donc comment aujourd'hui un descendant, à supposer bien sûr que le malheureux spolié ait encore des descendants, comment fait-il concrètement pour appairer la petite information qu'il peut avoir de cette œuvre, à supposer qu'il en ait une, et l'œuvre qui est dans ce musée? C'est exactement là la difficulté, c'est de trouver les preuves, avec quand même ce changement, disons, de paradigme au milieu des années 2010-2013. On n'est plus seulement sur le système de la déclaration, mais sur un système où on devrait être, en fonction des moyens qu'on a, un petit peu plus proactif. Mais la difficulté est vraiment, la difficulté de la preuve. Puisque même dans les très grandes collections, il y a eu des inventaires, mais parfois il y a des très grandes collections dont on n'a pas nécessairement l'idée de tous les tableaux qui pouvaient y être. Récemment, on a retrouvé un tableau, d'ailleurs tout à fait par hasard, un conservateur du Louvre, en voyant une photo, où on ne voyait qu'un quart, qu'une toute petite partie du tableau, a immédiatement reconnu, sur une photo d'un intérieur, a immédiatement reconnu un tableau qui était dans nos salles et dont on ne savait absolument plus à qui il appartenait. On a pu le restituer. Donc ça, c'est la grande difficulté. Voilà. Peut-être juste aussi un mot pour compléter, c'est la question fondamentale qui nous occupe souvent, et la question de la preuve. C'est-à-dire que, en effet, les familles n'ont plus beaucoup d'éléments aujourd'hui. Parfois, en revanche, il arrive justement qu'elles apportent la pièce manquante, un tout petit indice qu'on n'avait pas et qui permet de nous mettre sur les rails. Et justement, c'est quelle part de doute peut être acceptée. Je crois qu'il est important de dire qu'on ne peut pas, pour les raisons que vous dites, exiger 100% de preuves parce que souvent on ne les a pas, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de... Et donc même aussi dans les très grandes familles, les grands collectionneurs. Et voilà, c'est jusqu'où on va dans la demande de preuves, dans nous-mêmes, dans la recherche de preuves, qu'on ne peut pas demander non plus aux familles. Il y a eu, on a des débats, il y a parfois des désaccords. Il y a eu, il y a 2 semaines, un jugement de la Cour d'appel dans un cas un peu différent, mais qui est important parce que justement le juge dit qu'on ne peut pas exiger des preuves impossibles aux familles. Et donc voilà, c'est allé justement après un long débat entre le ministère et la famille en question. Donc voilà, c'est important de savoir jusqu'où on va, la présomption de la spoliation en fonction du contexte, de ce qu'on connaît de la famille par ailleurs. Voilà, c'est en effet le nœud, mais je crois qu'on ne peut pas demander des preuves, et on ne peut pas demander des preuves impossibles, comme l'a dit le juge. Et Sylvie aussi. Bonsoir Sébastien Allard, bonsoir David, bonsoir Daniel Cohen. Je vais vous poser une question dont je connais en partie la réponse de la part de David Zivie, mais j'aimerais l'avoir de vous qui êtes au Louvre, donc directeur du département des peintures. Pensez-vous que il y a une ouverture des musées français vers des missions ponctuelles de chercheurs de provenance extérieure en France, sachant que c'est quelque chose qui est très généralisé en Allemagne et beaucoup moins en France pour tout un tas de raisons. Est-ce que vous, de votre point de vue, ça paraît être une dynamique qui va se généraliser ? Je pense que de toute façon, avec ou sans nous, ça sera une dynamique qui va se généraliser. Donc sur l'emploi, oui, pourquoi pas. Après, c'est dans quel cadre le fait-on, quelle est la formation, etc., etc. C'est la question de l'encadrement. C'est la question de l'encadrement. Oui, mais ça, c'est un vrai manque. Ça, c'est me semble-t-il, ça apparaît à l'étranger, mais ça, c'est un vrai manque. Ça, c'est un vrai manque. Oui, bon, merci. Je suis Sylvie Arburger, je suis ayant droit d'une famille et d'un artiste qui a été spolié. Ce que je voudrais dire, c'est simplement dans votre interprétation sur la valeur affective des œuvres. Je voulais témoigner par les archives que je possède de ce que j'entends et je me réjouis que
comme vous disiez, il y a un changement de génération et donc aujourd'hui, ça vous semble une évidence de restituer. Mais ce dont je veux témoigner, et pour un petit peu répondre à ce que vous avez dit, Madame Cohn, c'est que les familles spoliées, elles, les survivants, ceux qui n'ont pas été exterminés, ils n'ont pas perdu la mémoire. Et entre 1948 et, en l'occurrence, mes parents, 2000, ils ont cherché. Ils ont cherché. Et là, ils se sont heurtés à un mur, à un vide. C'est-à-dire que là, dans le processus de réparation, je trouve que vous devriez renvoyer en quelque sorte une certaine empathie vis-à-vis des familles en disant on sait que vous, pendant que nous, on avait oublié, vous n'aviez pas oublié. Ils ont cherché. Donc ça, je trouve, peut-être c'est quelque chose, en tout cas que vous n'avez pas dit, je ne sais pas si vous en êtes, si vous savez cela, mais en tout cas les familles qui n'étaient pas les grands collectionneurs, qui n'avaient pas les moyens d'aller en Amérique et d'aller chercher les familles, soit des familles bourgeoises, soit des artistes, puisque moi je suis la fille d'un artiste, mon père n'a pas arrêté d'écrire à M. Rosenberg, à M. Enrault, etc., en disant « mais où sont mes tableaux, où sont mes tableaux ?» Et lui, il avait les photos de ses tableaux. Donc ce n'est pas un problème de source d'information, comme vous savez. Et donc ça, c'est quelque chose dont je pense que ça serait... dans le processus de réparation, ça en ferait partie, de mon point de vue. Réaction ou non? Bon, merci beaucoup Sylvie pour cette intervention, et c'est presque le mot de la fin, parce que ça appelle aussi effectivement à continuer la recherche. Et alors évidemment, vous savez ça, mais il y a quand même aussi pour ça, il y a les bases de données, il y a la base de données Rose-Valland, il y a d'autres bases de données qui existent, qui sont en train de se créer sur toutes ces questions. Donc je pense que c'est très important de rappeler ça aussi, même à un grand public, même justement à des familles qui sont peut-être pas spécialistes de la recherche ou recherche provenance. Et donc voilà, donc je pense qu'on va continuer ensemble. Ce qui est important, je pense, ce soir, c'est d'ouvrir ce dialogue. Merci beaucoup, Mathias Listel, d'avoir été avec nous et pour cette présentation vraiment extrêmement riche et formidable. Et je ne sais pas, peut-être, David, tu veux dire un dernier mot ? Non, parce que on pourrait longtemps, mais en revanche, je veux bien annoncer la séance prochaine. Voilà. Puisque normalement, on peut continuer à se réunir encore à 18h30 et pendant les 2h30 qui suivent. Donc, le 18 novembre, j'espère que vous serez aussi nombreux pour rencontrer et écouter Annette Wiewiórka et Didier Schulman, qui sont une historienne de la Seconde Guerre mondiale, une historienne de la Shoah, membre de la mission Matteoli, et pour l'autre, c'est son deuxième passage ici, dans le séminaire, conservateur du patrimoine, qui vient de quitter le Musée national d'art moderne. Ils ont tous les deux travaillé à la mission Matteoli, et ils s'interrogeront aussi sur la spoliation des biens culturels dans l'ensemble de la spoliation, puisque ça n'est qu'une petite partie. Comment aborder cette question? Pourquoi nous intéressons-nous tant aux questions de biens culturels alors qu'il y a tout le reste? Et voilà, donc venez continuer à réfléchir à ces questions dans presque un mois, un peu plus d'un mois. Juste une petite remarque pratique. On est en train de réfléchir si on va avancer l'heure du début du séminaire, vu les circonstances dans lesquelles nous vivons actuellement. Donc, surveillez bien le site internet de l'INHA. Si on peut, et si les intervenants sont d'accord, on va peut-être commencer à 17h30 la prochaine fois. Merci.